C'est l'heure du grand débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, on parlera de manifestations publiques, des sit-ins, des marches, des manifestations de tous ordres. On a eu le temps de s'y habituer au Bénin. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe mal. Et les interprétations ne sont pas toujours les mêmes selon que l'on soit manifestant ou autorité préfectorale. Nous parlerons de cela, comme nous parlerons également de l'actualité liée à ce sujet. Le nouveau code pénal voté par le Parlement le 5 juin définit le cadre de manifestation publique en son article 238. Nos invités y porteront leur regard. Ils sont au nombre de 3. D'abord, le professeur Roger Gbéonvi. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, cher ami. Alors, vous êtes un ancien ministre et surtout un ancien célèbre animateur de la société civile du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et face à vous, Landry Adélacon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable de la thématique liberté publique à Changement Social Bénin, dans la société civile, bien sûr. Absolument. Merci d'être là. Et puis, Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Odilon. Vous êtes journaliste et puis consultant média et vous maîtrisez bien ces sujets. Merci d'être là. Et on va y aller, bien évidemment, en démarrant par cette disposition du code pénal. On dispose en instance de promulgation. Avant promulgation, il y aura bien évidemment le contrôle de constitutionnalité qui sera opéré par la Cour constitutionnelle. Mais en attendant, voici ce que dit l'article 238 du code. Il est désormais interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé, tout attroupement non armé, non autorisé, qui pourrait troubler la tranquillité publique. Professeur Gbéonvi, j'y vais directement. Cette disposition est-elle ou n'est-elle pas une restriction des libertés? Je ne peux pas vous répondre ni par oui ni par non, parce que il y a la clause finale qui troublerait la tranquillité. Je crois que c'est la chose la plus importante. Il se trouve que moi, je suis né il y a très longtemps. Bien sûr. Nous n'étions pas 1 million quand je suis né. Nous n'étions pas 1 million de Daoméens. En 1960, à l'heure de l'indépendance, nous étions, selon Maurice Arrange, les 2 800 000. Selon un autre, un Français dont le nom m'échappe, peu importe, nous étions 1 800 000, 2 millions. Donc si vous voulez, entre ma naissance et aujourd'hui, nous sommes passés de moins 1 à plus de 11. Oui, à plus de 11. Et les choses ont complètement changé. J'ai la chance de voir les choses changer. Je suis né à Ouida. Combien nous étions, je ne sais pas. En tout cas, tout était possible. Les processions du Saint-Sacrement, parce que j'ai été élevé catholique, les processions de première communion, mais la rue était à nous, on ne troublait aucune tranquillité. Et lorsque la pluie ne tombait pas, il y avait les rogations. On occupait la rue, les revenants occupaient la rue, tout le monde occupait la rue. L'église catholique était la seule à avoir un clocher et des cloches qui réveillaient tout le monde. Ça ne gênait personne. Il n'y avait pas de haut-parleur. Il y avait une très très belle mosquée. Elle est toujours là. Elle était unique. On n'entendait jamais le muezzin. Aujourd'hui, nous sommes 11 millions. Et là où j'habite à Ouida, je vous le dis, c'est là où j'allais marauder avec mes petits copains, où on allait donner la chasse au rat des champs. Je suis étonné aujourd'hui d'habiter là, mais la densité de la population est telle que Ouida a changé. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le haut-parleur. Alors, il y a les églises évangéliques, il y a les muezzins, alors que nous ne sommes pas dans un pays musulman, alors que nous ne sommes pas dans un pays évangélique, eh bien, on est dérangé par toutes sortes de choses. Les gens ne peuvent plus adorer Dieu sans déranger leurs voisins. Eh bien, troubler la tranquillité, c'est très important. Nous avons des enfants qui préparent des examens, nous avons des malades qui ne sont pas toujours bien soignés, et le dommage acoustique est tel que nous ne nous en rendons pas compte. Eh bien, je suis pour cette disposition que vous venez de citer, en ajoutant que le législateur n'est pas allé assez loin. Il y a des choses dont le législateur n'a pas tenu compte aujourd'hui et dont il faudra qu'il tienne compte demain. Parce que si à 11 millions, nous souffrons du bruit,
Je ne sais pas ce que ce sera à 20 millions. Je risque d'être encore là quand nous serons 20 millions de Béninois. On vous le souhaite d'ailleurs. On vous le souhaite bien. Et là, Distel, je vous le demande, êtes-vous également en accord avec le législateur et pensez-vous, comme le professeur, qu'il n'est pas allé plus loin ou trop loin? Je partirai du basique, un principe basique qui dit que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et un pays modèle pour nous en matière de démocratie, je veux citer la France, sous le contrôle du professeur. En France, le législateur, dans l'article 431.1 du Code pénal, dispose que, ainsi, le droit de manifester est un droit reconnu et encadré par le Code pénal. Avant toute manifestation, toute réunion, toute possession, vous devez au préalable requérir l'avis du maire ou du responsable administratif concerné. Et je vais rajouter quelques phrases pour dire sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous les cortèges, défilés et rassemblements de personnes. J'insiste, rassemblement de personnes. Et d'une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. C'est dire que le législateur béninois ne fait que restituer à chaque Béninois son droit à la quiétude. Alors, ce faisant, est-ce que le législateur béninois choque la sociologie ou la culture? Je crois, je risque de répondre par la négation. Est-ce que ce faisant, le législateur ne choque que les considérations politiques? Je crois que je risque de répondre à ce niveau-là par l'affirmative. Mais le principe basique reste que la liberté des uns s'arrête celle où commence celle des autres. Dans ce pays, nous savons qu'il y a une réglementation en vigueur et que le propriétaire du moulin ne peut pas démarrer sa machine à certaines heures. Nous savons qu'il y a des tests contre la pollution sonore. Le professeur, dans sa plus belle illustration, nous l'a démontré aujourd'hui. Nous savons que dans ce pays, nous sommes souvent et assez souvent emmerdés, passez-moi l'expression, par ces tentes, ces bâches qu'on érige en toute liberté, dans toutes nos rues de Cotonou pratiquement, qui pour célébrer une fête, qui pour prier, qui pour les obsèques de parents de chair qu'on a perdus. Et je crois que le législateur, en le faisant, c'est juste placé dans le contexte actuel des désagréments que nous subissons par rapport à l'abus. Est-ce qu'il a tort? La question reste posée. On va écouter Landry de la Consulat sur le sujet. Merci. J'avoue que j'ai bien écouté Monsieur le ministre. Bon, je préfère vous appeler professeur. Là, c'est encore plus responsable, plus respectueux. Et j'ai écouté également le consultant. Et je ne suis pas en phase. Je ne suis pas en phase avec les deux interventions de mes aînés, que je respecte beaucoup. Vous avez dit, je fais la compilation des deux interventions. Vous avez dit que pour des raisons de quiétude, pour des raisons de tranquillité, le législateur peut être amené à restreindre les libertés. Je vais être d'accord. Mais le développement que j'ai entendu me laisse sur ma soif. Je voudrais rappeler que vous avez dit, je suis juriste, je suis activiste des droits de l'homme, donc je verrai le problème sous l'angle des droits de l'homme. Vous avez cité le code pénal français. Je n'irai pas loin. Restons au Burkina Faso, qui est à côté. En son article 6, la même disposition que vous avez citée est à l'article 6, repose à l'article 6 de la loi du Burkina Faso sur les libertés de manifestation et de réunion.
Donc, je conçois qu'on puisse aller en France, puisque tout ce que nous faisons, le droit positif béninois, est calqué sur le modèle français. Je suis d'avis. Mais au Burkina, c'est pareil. Mais quand vous prenez la disposition du code pénal français que vous avez lu, ne correspond en aucune façon. Il n'y a pas, je ne sais, je ne vois pas. Vous voyez, ce que vous avez lu, on a parlé d'âme. Tout attroupement, des gens qui portent d'âme. Mais ce que vous avez lu, il n'y a pas une question d'âme. C'est cette même disposition qui est à l'article 6 de la loi du Burkina. Donc, là, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez lu, il y a une situation qu'il faut clarifier. Quand vous avez parlé d'âme, de quoi est-ce qu'on parle? Une âme. Tout objet qui pourrait peut-être créer, bon, je ne sais pas, un bâton, peu importe les circonstances, c'est une âme. Mais quand on dit une âme, suffit-il d'avoir une âme sur soi pour qu'on décide dans le code de restreindre les libertés publiques? L'encadrement des libertés publiques ne peut-il pas être fait autrement que de préciser une âme? Et quel aurait été cet autrement-là? Oui, je voudrais restituer quelque chose. J'ai entendu, et vous l'avez dit à raison, qu'il y a des tests. Effectivement, il y a des tests, mais ce sont des dispositions épases. Alors nous parlons, le Bénin, notre pays, notre cher pays, le Bénin, n'a pas une loi spécifique sur la liberté publique. Et un travail est en train d'être fait depuis des années sur la question. Donc, alors nous parlons, on ne peut pas nous sortir une loi pour dire une loi numéro 6 qui porte sur une liberté de réunion de banque. Il n'y a que des dispositions épases. Voilà déjà un début d'encadrement, n'est-ce pas? Non, je crois que nous n'allons pas nous contenter de ce qui est là, parce que si on doit dire, effectivement, on peut voir que la volonté d'encadrer y est. Ça, il faut la saluer. Ça, c'est un élan, ça, c'est un État qui se veut être responsable qui le fait. Voilà, mais le vous contenu, saluez la volonté. Est-ce que vous êtes en phase avec le contenu? Il ne s'agit pas, ce que je dis ne dépend pas de moi, ce que je dis dépend des engagements internationaux, ce que je dis dépend des conventions que l'État a ratifiées. Et déjà, quand on prend le préambule... Ceci est-il contraire à ces engagements? Absolument, à tout point de vue. Nous ne nous lèverons pas. Il y a la déclaration, la DUDH qui est là, qui a posé les principes. Et on revient même au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous savons, et c'est là où je suis en phase avec le professeur, que lorsqu'il y a trouble à la tranquillité, lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, que les libertés peuvent être restreintes. Mais les conventions étaient claires. Les conventions n'ont pas dit de mettre des dispositions du genre pour dire quand il y a âme, quand il y a manifestation, quand il y a réunion de deux ou plusieurs personnes. C'est pour cela qu'il dit de faire attention. Quant à la disposition de la loi française qui nous a été citée, elle ne cadre en rien avec ce qui est prévu dans notre code pénal. Ça, c'est un argument de Distel. Donc, c'est pour vous dire, sur le plan des droits de l'homme, cette disposition, elle est... Je cherche un mot un peu moins faible. Bon... Elle ne colle pas à nos réalités, elle ne colle pas aux engagements internationaux, elle ne colle pas aux principes des droits de l'homme. Alors, monsieur le professeur, il parle d'engagements internationaux. Il a cité, par exemple, le DUDH, la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avez-vous la même impression, vous qui, je pense, de toute votre expérience, avez eu l'occasion de lire quand même la DUDH? Je suis défenseur des droits de l'homme. Pas contre lui, avec lui. Il faut le lui rappeler. Excusez-moi de faire encore retour à l'histoire. Je suis encore là, donc ce n'est pas l'histoire passée. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire à combien de manifestations j'ai été mêlé quand j'étais enfant, parce qu'on était très politisé à l'époque, un peu partout au Dahomey. Ils étaient 3 leaders. Maga, Aromanegbe, Apiti, et chacun avait son leader. Et c'était très souvent que dans les rues de Ouida, on sortait pour battre la feuille, littéralement parlant. Et c'est vrai qu'on avait des feuilles en main pour conspuer le candidat qui ne pouvait jamais être le nôtre. Bon, je ne vais pas vous dire lequel. Mais on sortait avec des branches de feuilles. C'était presque festif. Aujourd'hui, mon cher ami, les feuilles ont été remplacées par des bâtons. Et il y a des gens qui peuvent sortir avec un couteau dans la poche, une arme quelconque. Le législateur, je crois, ne doit pas seulement tenir compte du présent, mais il doit prévoir. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes entourés de djihadisme et de Boko Haram. À Dieu ne plaise, comme dirait Monseigneur Isidore de Souza, que le sang ne coule dans notre pays. Mais nous sommes menacés. D'ici là que
des jeunes gens plus ou moins désœuvrés, plus ou moins renvoyés de Libye ou de Lampedusa. Les Béninois ne sont pas concernés, grâce à Dieu. Mais trouve que, ma foi, après tout, s'armer pour défendre Dieu, c'est une bonne chose, comme si Dieu avait besoin d'être défendu, et se mêle à ces manifestations-là. Mais je pense, mon cher ami, que le législateur a bien fait de préciser que s'il y a un bâton qui traîne quelque part, attention, vous qui êtes l'organisateur de cette marche, vous êtes disqualifié et on risque d'empêcher votre marche de se poursuivre. Est-ce que celui qui veut sanctionner, c'est-à-dire l'État, ne peut pas organiser lui-même la présence de l'arme ou du bâton? Est-ce que ce n'est pas ça que l'État organise en vous disant d'avance, attention, je ne veux pas voir de bâton, je ne veux pas voir d'armes, je ne veux pas voir de couteau, parce que j'ai la charge, moi, l'État, de la tranquillité, de la quiétude de mes citoyens. Marchez, manifestez contre moi, contre tout ce que vous voulez, mais de grâce, reprenez la tradition. Sortez avec des feuilles. Ça ne fait mal à personne, les feuilles. Mais le bâton, c'est contondant. L'arme, c'est pire que contondant. Je pense que le législateur a très bien fait, sauf que, de mon point de vue, il lui reste un pas encore à effectuer. Mais même vous qui connaissez un peu l'histoire, sommes-nous habitués à sortir des bâtons au Bénin? Non. Jusqu'à aujourd'hui, c'est en rouament. Oui, on n'est pas habitué à sortir des bâtons au Bénin, mais je vous ai dit que ça pourrait venir et que le législateur fait bien de prévenir. Il y a très peu de temps, 2 ou 3 ans, des syndicalistes sont allés manifester. Il y a eu du sang. Le chef de l'État a dit, mais non, c'est du sang de mouton. D'accord, je veux bien que ce soit du sang de mouton et pas du sang humain. Mais d'où est venu ce sang de mouton sur les syndicalistes qui marchaient? Et si par hasard c'était leur propre sang? Oui. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça interroge. Il faut que désormais, on puisse marcher dans ce pays, on puisse manifester dans ce pays, mais sans qu'il y ait ni sang humain, ni sang de mouton. Alors, Distel, j'ai quand même cette question à vous poser. Sommes-nous, avec cette disposition, en train de virer du régime de déclaration que nous avons jusque-là à un régime d'autorisation? Je crois que et le professeur et les autres qui auront le courage d'éduquer ce peuple auront fort à faire. Parce que les étudiants deviennent désormais très difficiles, monsieur le professeur. Non, il y a une confusion qu'on crée sciemment dans la tête des Béninois, qui est complètement à l'antipode de ce que le législateur a mis dans son code. Mais on crée la confusion littéralement. Dans ce que moi j'ai lu par rapport au code français, je n'ai pas parlé d'armes. Je n'ai pas cité de bâton. J'ai dit que le constituant français a dit, le législateur français a dit que même avant que les personnes ne se rassemblent, qu'il faille informer l'autorité administrative et requérir son autorisation. C'est clair. Parce qu'en fait, on n'a pas encore, je n'ai pas l'âge du professeur, mais je n'ai pas encore assisté à un rassemblement de fous. Si des personnes censées décident de se réunir, ça doit avoir un but, un objectif. Eh bien, qu'elle notifie ça à l'autorité, requérir son autorisation pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement des forces de sécurité publique. Et puis, je ne vois pas ce que le législateur a créé de nouveau. Tout ce qu'il y a eu comme marche dans ce pays. Les organisateurs ont adressé des correspondances à l'administration. Oui, c'était un régime de déclaration. Mais le contexte actuel, énuméré brillamment par le professeur, nous prouve que le risque de l'insécurité
à nos frontières est grand. Et nous sommes dans un environnement où notre port, notre économie, notre survie dépend de notre quiétude et de la quiétude que nous offrons aux investisseurs. Parce que globalement, il faut contextualiser la politique pénale du gouvernement ou de l'État. Nous avons besoin de tranquillité. Nous avons besoin de quiétude à offrir. Nous n'avons ni pétrole, ni or, ni fer, ni manganèse, mais nous avons la paix à offrir. Il faut l'entourer de toutes les conditions possibles. Ce contexte-là, il ne faut pas s'en éloigner. Rouama, oui, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, je dis, la réglementation en vigueur au Bénin interdit le Amahiro. Parce que nous avons un défi par rapport au reboisement de notre pays. Nous avons une guerre à mener contre le réchauffement climatique. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus de 11. Donc, professeur, le Amahiro même est désormais proscrit dans notre pays. Il faut le savoir. La démocratie, j'en aurais fini, implique des responsabilités. Toute liberté a besoin d'être cadrée, car celle des uns s'arrête ou commence celle des autres. Alors Landry, changeons-nous de régime avec cette disposition, ou plutôt il n'y a pas grand-chose qui change? C'est évident, je crois que nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous passons d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation, si je considère la disposition que vous avez lue tout à l'heure. Je voudrais revenir, puisque nous sommes là sur le terrain un peu du droit comparé, on va toujours en France. Je voudrais dire que déjà en 1933, que la France a consacré les mesures spécifiques en ce qui concerne l'encadrement des libertés publiques dans l'arrêt Benjamin. En 1985, la même France a consacré les libertés en qualité de liberté fondamentale. Donc la France, c'est toute une histoire des droits de l'homme. La France, c'est tout un passé des droits de l'homme. Et donc... On va y arriver. Oui, on va y arriver. Et donc, quand nous citons le législateur français, il faudrait faire attention. Et je suis heureux d'entendre M. Distel dire que dans la disposition dont il a donné lecture tout à l'heure, il n'a pas mentionné âme. C'est déjà là. Sommes-nous si exposés face au terrorisme? Si. Sommes-nous plus exposés que la France? Si. Avons-nous été déjà frappés par des attentats terroristes? Que Dieu nous en épargne. Alors, je voudrais comprendre si la France qui a été frappée à maintes reprises, si la France qui est exposée, peut-être en raison de la géostratégie de ses positions à travers le monde, n'est pas arrivée à mettre des dispositions du genre dans son ordonnance juridique, je crois que le Bénin doit pouvoir s'inspirer de ces engagements. Et quand je parle des engagements internationaux, je voudrais que ce soit clair. Je ne conçois pas que sous le prisme des réalités de notre pays, on puisse admettre une sorte de territorialisation des droits de l'homme. Vous êtes parti à un traité, vous êtes parti à un accord, vous respectez. Vous n'êtes pas d'accord pour respecter, vous dessinez, vous sortez de l'engagement. Tant que vous êtes maintenu dans ces engagements, et le préambule de notre Constitution est clair. Le préambule de notre Constitution est clair. Quand vous allez autour des articles 145, 147 et consorts qui nous disent que même les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont valeur supérieure à celle des lois. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Le préambule nous donne la force en disant que la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme font partie intégrante de notre condition, donc de notre ordonnement juridique. Je ne vois donc pas le parallélisme que nous voulons faire, encore que le pays que nous prenons pour faire ce parallélisme n'a pas ce genre de dispositions. Et le danger, vous savez, les gens parlent du terrorisme. C'est sous l'angle, c'est sous le prisme, c'est l'argument du terrorisme qui amène les États aujourd'hui, les États dictatoriaux, à prendre des lois entre griffes liberticides. Et vous savez, le professeur a dit... Nous ne sommes pas en dictature ici. Oh non, non, je suis... Non, en fait, vous savez, il faut... Non, nous ne sommes pas en dictature, je parle des pays, il y a des pays africains qui ont des lois liberticides, et les raisons, c'est que
le terrorisme est avancé, le terrorisme est à nos portes, et pour le terrorisme, il faut prendre ci. Je dis, pour moi, dans mon élan droit de l'hommiste, soucieux du respect de notre condition, qui fait des engagements internationaux, des normes supérieures à nos lois, conscient du préambule de notre condition, qui fait de la DIDH et de la Charte africaine des droits de l'homme partie intégrante de notre condition, conscient des dispositions de notre condition, qui même en son article 68, concernant les mesures exceptionnelles, prévoit qu'on ne saurait restreindre arbitrairement les libertés publiques. Imaginez, le constituant de 91, qui en son article 68, en cas de mesures exceptionnelles, lorsque la République est frappée par coup de force et consort, coup d'État, tout ce qu'on veut, agression extérieure, va loin en nous disant que même dans ces cas, nous ne pouvons pas restreindre les libertés. Je crois que nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous sommes conscients de ce qu'il y a des dérapages. Nous sommes conscients de ce qu'il faut encadrer les libertés publiques, mais ne regardons pas les réalités de chez nous pour dire c'est comme ceci. Pour le faire, il va falloir sortir des engagements internationaux. Alors, j'ai envie de revenir au professeur sur la question du terrorisme que vous avez sorti. Est-ce que les attroupements sont, disons, source de menaces terroristes? Parce que je me demande, quand on observe un peu les attentats un peu partout dans le monde, c'est vrai, ce ne sont pas les auteurs des attroupements qui sont à la base des attaques terroristes. Quelle a été la logique alors du législateur? Je vous l'ai dit sans être entré dans le cœur ni dans la tête du législateur, que le législateur est sage en prévoyant ce qui pourrait arriver et qui déjà est arrivé. C'est lui, M. Distel, qui nous a ramenés dans mon université. Je n'y étais plus. J'avais déjà pris mes distances avec ce que je n'aimais pas lorsque j'ai appris que mes collègues des lettres modernes et de la linguistique, et d'ailleurs, et d'autres facultés, ont demandé à s'armer. Vous étiez là pour leur protection. Parce qu'ils étaient agressés, non pas par des feuilles, mais à coups de bâton et à coups de je ne sais pas trop quoi, par les étudiants. Alors je me suis dit, mais c'est fini, mon pays n'a plus d'université. Parce que ce qui fait l'honneur d'une université, c'est ce que les Français appellent, depuis le Moyen-Âge, les franchises universitaires. Vous pouvez insulter le roi, c'était le roi à l'époque. Vous pouvez l'insulter à l'intérieur de l'université. Vous pouvez insulter Dieu, alors que tout le monde y croit. Mais vous pouvez à l'intérieur de l'université l'insulter. La garde royale vous attend à l'extérieur pour vous régler votre compte. Vous avez insulté Dieu, vous avez insulté le roi. On peut élire domicile à l'université. Oui, mais ce n'est pas à l'intérieur de l'université que la garde royale vous attend. Elle vous attend dehors, parce qu'à l'intérieur de l'université, vous avez, pour ainsi dire, tout le droit, j'allais dire le devoir de penser librement. Eh bien, ça nous a été arraché ici par nos étudiants, au point d'amener les professeurs à demander l'autorisation de s'armer. Nos étudiants d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Comment vont-ils concevoir les droits de l'homme quand ils seront, disons, nos responsables? Et je vous prends en contradiction avec vous-même, M. Adelakou. Toute une histoire des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une évolution. Et nous ne sommes pas encore prêts, malgré toutes nos bonnes déclarations, malgré tout ce qui est dit dans notre Constitution, qui est magnifique. La population dans son ensemble, je ne prends pas nos quatre ici, la population dans son ensemble a besoin d'être éduquée. Monsieur Distel a parlé constamment de... On prévient, en France on prévient. Mais il me souvient que le soir, parce que j'étais devant ma télévision, le soir où pour la première fois, au grand étonnement du monde entier, Lionel Jospin est arrivé 3e et M. Le Pen 2e pour aller aux élections présidentielles. Je crois que la minute qui a suivi,
toute la France était dans les rues de Paris pour dire nous n'allons pas voir ça. Je crois qu'ils n'ont pas dû demander une autorisation. Il arrive des moments où le peuple éduqué, formé, scolarisé, sentant le malheur venir, dit non, on n'a pas le temps d'aller prévenir Madame le maire, c'était Monsieur le maire à l'époque. Il faut y aller. Ni Monsieur le préfet, il faut y aller. Le danger est à la porte. Et quel danger? Mais c'est le danger d'extinction de la démocratie. C'était ça à l'époque. Et toute la France était dans le jeu. Je dis, mais non, non, ils n'ont demandé aucune autorisation, c'est pas possible. Parce que il avait la guerre déjà. Et quand il a la guerre, il faut aller au front. Il ne faut pas aller demander des autorisations. Monsieur le professeur, c'est français. C'est lui qui distribue la parole. Oui, monsieur, non, c'est juste pour y aller. Monsieur le professeur, c'est français qui spontanément, dans un élan élitiste, défendaient la démocratie, n'ont pas fait usage de pneus usagés qu'ils ont brûlés sur les artères de la France, de Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais au stade de l'amitié, aux enclaves du stade de l'amitié, des pneus ont été brûlés, à Kpakpa, des pneus ont été brûlés, les chaussées dégradées, les véhicules de sapeurs-pompiers incendiés. C'est ce peuple-là, c'est de ce peuple-là que nous parlons, M. Adélakun. C'est ce peuple qui voit naître de façon exponentielle le phénomène des gros bras, où chacun, aujourd'hui, peut louer les services des gros bras et se donner des gardes de corps et commanditer des missions. C'est ce peuple-là. Non, je crois que la responsabilité de l'État est sans borne et sans mesure en la matière. Je veux vivre dans un pays de paix. J'ai dit tantôt que je n'ai pas encore vu un rassemblement de fous. Si vous décidez de vous rassembler, c'est que vous avez des objectifs, vous avez un discours, vous avez des éléments de langage, faites-le savoir. Et le danger ne vient pas que de la foule. Nous l'avons vu, en France notamment, Bataclan, ceux qui étaient allés à un spectacle n'étaient pas allés pour signer un pacte avec la mort, n'étaient pas allés pour prendre le billet non-retour. Mais c'est dans cette foule-là, c'est cette foule qui a été frappée. Non, un 14 juillet, dans une ville française, je ne me rappelle plus, lorsque le chauffeur forcené à Nice, lorsque le chauffeur forcené a pris le camion, c'est dans cette foule qu'il est entré. Il a fait des victimes. Les organisateurs qui convient à une marche, ou ceux qui invitent pour une fête de 10e anniversaire de leurs parents défunts dans nos rues, ont pris quelles mesures de sécurité lorsqu'ils n'ont informé personne de leurs intentions? Ne politisons pas le code. Parlons-nous sérieusement et déposons les rancœurs politiques, les positions politiques, les prismes politiques, les regards politiques et observons le Bénin, le citoyen béninois que nous sommes. Alors, Landry, est-ce que vous ne pensez quand même pas que, au-delà de tout ce que on pourrait quand même dire, en face des menaces et en face de tout ce qui a été cité comme menace, et il n'est pas de la responsabilité de l'État, et j'entends par État, non pas seulement le gouvernement, mais le législatif et tout l'ensemble de l'État, de prendre des dispositions. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité de l'État de prendre des dispositions pour parer au plus pressé? Oui, merci. Je crois que vous savez, tout ce qui se passe dans un État est de la responsabilité de cet État. Et quand j'ai écouté le professeur et M. Gistel, je trouve que vous avez parlé d'incivisme. C'est de la responsabilité de l'État. C'est de la responsabilité de l'État en ce sens qu'à l'article 40 de notre Constitution, l'éducation aux droits humains est une obligation que l'État béninois doit pouvoir assumer. La Constitution, ça fait plus de 25 ans, je crois. Mais avons-nous implémenté cette disposition de notre Constitution? De quoi est-ce qu'on se plaint? Quand l'État n'a pas cru devoir respecter dans l'esprit et à la lettre
L'article 40, et quand je le dis, vous savez, ce n'est pas pour un régime. L'article 40, c'est depuis 1900, je ne sais combien. Non, ce n'est pas pour un régime. Les différents régimes qui se sont succédés, on en fait quoi? Et donc, quand on parle de l'incivisme, je pense que pour ma petite lecture, l'incivisme peut avoir deux sources. Il peut provenir d'un problème pathologique, tout comme il peut être un problème psychosociologique. Et donc, pris dans cet élan, je ne suis pas là pour dédouaner les étudiants, je ne suis pas là pour dédouaner ceux qui brûlent parce que je suis contre et les atteintes au bien public, parce que vous savez, la Constitution l'a également prévu, le bien public est sacré, on n'y touche pas. Donc je suis contre. Mais, avons-nous respecté l'article 40? Quand on parle de chute de morale, d'exemple et consorts, le jeune d'aujourd'hui qui manifeste, qui brûle, qui casse, il voit, copie et ajoute du sien. Ce qu'il ajoute peut être positif ou négatif. Donc ce procès qu'on fait souvent à ceux-là qu'on peut appeler inciviques et consorts, bon, je ne suis pas trop dedans parce qu'il est de la responsabilité de l'État et l'article 40 est clair. Vous êtes dans la société civile, vous êtes à changement social. Absolument. Et quand l'État a failli, on a vu que dans beaucoup de domaines où l'État a semblé absent, la société civile a pris le relais. Est-ce que vous faites quelque chose dans le sens de... Ils veulent parler tous politique aujourd'hui. Ils veulent parler tous de la formation à la société civile. Je ne vais pas répondre à M. Diestel parce que moi, je suis là sous l'angle des droits de l'homme. Comme je l'ai dit, je ne suis pas politique. Les politiques, s'il y en a, ils se connaissent. Ce que je voudrais dire... Vous avez dit, est-ce que nous avons fait quelque chose? Je voudrais dire qu'à l'article 40, concernant l'article 40... Oui, on sait qu'à l'article 40, je vous donne un exemple pour venir. Non, je vous donne un exemple, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir. L'article 40, nous, à la structure à laquelle j'appartiens, nous avons fait un recours pour montrer quand même que l'État doit pouvoir finir par implémenter cette disposition afin d'installer, déjà à part des recommandations, la Commission béninoise des droits de l'homme, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas du régime qui est là. Donc quand nous parlons, ce n'est pas une question de l'actuel régime. Nous parlons de l'État du Bénin depuis que le Bénin a commencé à exister, avant nous, notre naissance. Voilà. Donc, la Cour a rendu une décision, la Cour a fait ce qu'elle doit faire, le Parlement est en train de jouer son rôle, l'exécutif est en train de jouer son rôle. Et vous aurez constaté que même les campagnes, on en voit, les gens sont déjà à des postes donnés, et il faut aller voir les décrets d'application, il faut aller voir les lois pour comprendre le rôle de la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Maintenant, quand on sort de ce cadre, nous, pour ce qui est de la structure à laquelle j'appartiens, c'est une structure qui, d'abord, comme je l'ai dit, c'est une organisation de défense et de promotion des droits de l'homme qui donne à ces jeunes des intrants, le savoir-être, le savoir-agir. Voilà des éléments essentiels chez nous, que nous développons parce que nous avons compris qu'il faut investir sur le capital humain. Et donc, je ne vois pas... C'est pour cela que je dis, ce dont nous sommes en train de parler, nous sommes sur une question de principe. Franchement, si notre État, ce n'est pas ma position à moi, si notre État veut vraiment mettre cette disposition dans son code, contextualiser les droits de l'homme, si notre État veut territorialiser les droits de l'homme, si notre État veut tourner dos aux instruments internationaux, il n'y a qu'une seule voie. Il dessine les engagements. Personne n'a contraint un État à aller s'engager dans une convention. Quand vous n'êtes pas d'accord avec les dispositions de la convention, vous sortez, vous ne signez pas. Alors depuis là, nous avons parlé d'armes. Professeur, vous avez une réaction? Oui, parce que mon ami fait de l'idéalisme. Oh là là. Il faut bien contextualiser les droits de l'homme ici et maintenant. Demain, nous verrons. Je vous donne un exemple. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes d'accord? Absolument. Eh bien, dans le concret de tous les jours, chez nous, tout le monde ignore la loi. Oui. J'arrive, je retourne chez moi à Ouida, fuyant Cotonou. Et un beau matin, je me rends compte que des gens qui ont perdu leur père, c'est très important chez nous d'avoir perdu son père, vont faire la fête juste ou presque en face de moi pendant 3 jours. Ma voisine s'énerve. Ça vous fait la politesse même de vous informer. Ma voisine s'énerve, vient m'appeler. Je m'en vais voir les gens. Les gens s'énervent.
Je dis à ma voisine, non. Il ne faut pas qu'il puisse dire, depuis que le ministre est là, il nous en impose parce qu'il a été ministre. Non, il y a un texte de loi que j'ai fini par découvrir, je ne le connaissais pas, signé par le président Kérékou et puis beaucoup d'autres ministres, mais qui réglemente de façon drastique le bruit, tout bruit à partir avec décibels et tout. Je dis à ma voisine, voici, ordinateur, je vais voir le commissaire de police. Je dis, ah, voilà, le texte leur interdit, ne leur interdit pas d'enterrer leur père, mais leur interdit de nous empêcher de dormir. Je ne sais pas si le commissaire de police connaissait le texte, il découvre le texte et dit, monsieur le ministre, vous avez raison. Et il est venu par lui-même, il a envoyé la police faire la patrouille. Et les gens qui n'étaient pas inciviques, ils ne connaissaient pas le texte. Mais lorsqu'ils ont été convaincus par le commissaire que le ministre a raison, le texte existe, c'est seulement le dimanche matin. Ils ont fait de la musique douce de 8h à 17h et j'écoutais la musique douce avec plaisir. Ce n'était pas la musique beaucoup, mais ils ont compris. Et donc, pour que les gens deviennent civiques, pour qu'ils ne donnent pas dans l'incivisme, pour que notre prétendu nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il que nous connaissions vraiment la loi. Or, les gens ne connaissent pas la loi et nous ne faisons rien pour leur faire connaître la loi. Ce texte, moi-même, j'avais déjà été ministre avant de le découvrir par hasard. Ce n'est pas sérieux. Et bien, les fermetures ruelles qu'on observe à Cotonou, avec des panneaux sans interdit, qu'on va louer, ça a été interdit c'est depuis 2 ans. Interdit. Depuis des années. C'est interdit. Mais nous le faisons tous les matins. Simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions par rapport à ça. C'est l'absence de sanctions parce que l'État n'est pas dans toutes les rues, dans toutes les rues. Est-ce que ce n'est pas par défaut de dénonciation aussi? Non. C'est notre sociologie qui l'admet. Qui veut dénoncer qui? C'est ça, tu es contre son père qui est décédé. Ils enterrent leur père. Tu es jaloux parce qu'ils ont les moyens d'enterrer pompeusement leurs parents décédés. Pendant 3 jours. C'est tout. Non, je crois que mon ami Abdelakoum, c'est vrai, je comprends sa fougue, sa détermination à citer sur les bouts de lèvres, les arrêtés, les... Quoi? Comment vous appelez ça? Les accords, les traités et tout. Non, la réalité est là. La réalité, c'est que mon garçon majeur, lorsqu'il doit quitter la maison, je dois savoir où il va. Parce que demain, lorsqu'il y aura un bobo, c'est pas lui qui sort l'argent, c'est moi. Lorsqu'il va se comporter mal, au point de chercher à écorcher le nom que je lui ai donné, que j'ai hérité de mes parents, je dois le cadrer. Et pourtant, c'est un étudiant, c'est tout ce que vous voulez. Non, mais je crois que nous devons retrouver l'éducation à la base, l'éducation à la maison, et l'État doit faire du sien. Ce que l'État est en train de faire. L'État, c'est une continuité. Personne n'a parlé du gouvernement actuel. Oui, l'État s'est aperçu qu'il y a un laisser-aller. L'État s'est aperçu que l'argent qu'il va emprunter, que l'argent que les contribuables cotisent et qui sert à nous faire des chaussées, eh bien, des culs-d'âme se lèvent un matin parce que mécontents et brûlent des pneus là-dessus. Alors, je vais vous demander, vous, et j'appelle votre qualité de juriste, vous demandez quel est aujourd'hui le cadre légal et législatif et réglementaire en ce qui concerne, qui régit les manifestations publiques. Merci bien. Et avant de répondre à cela, je pense que je vais essayer de me prononcer sur ce que le professeur a dit. Très rapidement. Oui, très rapidement. 20 secondes. Oui, quand il a dit qu'il faut contextualiser les droits de l'homme. Je crois que les caractéristiques des droits de l'homme sont claires. Les droits de l'homme sont universels, irrésistibles, indescriptibles et inaliénables. Donc les droits de l'homme, que ce soit pareil à Paris, en France, je ne sais où, au Nigeria, à Abuja, c'est pareil. Donc dans ce contexte, nous ne pouvons pas contextualiser. Le réalisme voudrait que l'État dessine les conventions. Alors, répondez à ma question. Voilà, je reviens à votre question. Vous avez demandé quel est le cadre légal. Je l'ai dit dans mes propos liminaires qu'il n'y a pas une disposition spécifique en ce qui concerne les libertés publiques au Bénin. Et qu'un travail, pour ce que je sais,
est en train d'être fait depuis des années pour que le Bénin puisse avoir enfin une loi proprement dite sur la question. Pour le moment, nous avons des dispositions épars, c'est des décrets, c'est des arrêtés qui essaient de réglementer un peu la chose. Donc voilà un peu, nous n'avons pas une loi en tant que telle. Maintenant, en l'absence de loi, on ne peut que se rabattre que sur la loi fondamentale qui est notre constitution, notre Bible. Alors, est-ce que vous ne pensez pas... La loi viendra, on y travaille, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que la loi viendra et dira que tout est libre? La loi n'encadrera-t-elle pas? La loi n'a pas vocation à garantir une liberté sans limite. Et vous l'auriez constaté que... Est-ce que ça n'est déjà pas la limite qu'on voit? Oh non, je crois qu'en disant déjà la loi est claire, la loi a prévu les cas de troubles à l'ordre public, les cas de tranquillité. Donc c'est clair déjà que la loi a restreint d'une manière ou d'une autre, mais de façon légale et juste, l'exercice des libertés publiques. Le reste ne cesse que du surplus qui... Donc, je crois que l'État a aussi une responsabilité de proactivité et de pro-réaction. L'État dispose de services qui lui permettent d'analyser, d'étudier les faits en leur nature, les manifestations en leur nature. L'État est obligé de contextualiser nos manifestations. Parce que de formation, nous savons que chaque 1er août, par exemple, on sait qu'il y aura un défilé au Bénin. Les forces de sécurité publique étudient et évaluent le contexte sécuritaire du moment. Ils n'attendent pas la loi, ils n'attendent pas les décrets. Ils ne vont pas consulter les activistes de droits de l'homme. Mais ils ont pour devoir et obligation de garantir la sécurité de tous les Béninois. Alors, refuser à l'État de contextualiser la loi relève, je ne dirais pas d'une absurdité, mais je parlerai simplement d'irréalisme. Parce que c'est comme si on demandait à un père de famille de ne pas s'interroger sur là où va sa fille de 18 ans, habillée comme elles en ont l'habitude aujourd'hui. On va lui opposer la majorité de la fille. C'est de ça qu'il est question. Si c'est de ça qu'il est question, il y a une absurdité dans votre loi. Il y a une absurdité dans votre manière de réagir. Chez moi, il y a un concept qui dit... Faut-il suivre la loi ou le bon sens? La loi. Mais la loi a une prédominance. J'allais dire, le bon sens a une prédominance sur la loi parce que on parle de la loi et de l'esprit de la loi. C'est une question un peu philosophique. La loi, c'est la matière. Que j'ai bien envie de poser au professeur. La loi, c'est la matière. Et l'esprit de la loi a cette force-là qui nous dépasse. J'ai bien envie d'écouter le professeur sur la question. Écoutez, vous avez parlé du bon sens qui est la chose la mieux partagée. Oui, je pense que c'est le bon sens qui est la chose du monde la mieux partagée. Parce que vous avez dit tout à l'heure. Les droits de l'homme, c'est toute une histoire. C'est un dynamisme dans lequel nous sommes. Le concepteur de ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie, mais qui n'a pas connu la démocratie, le concepteur de la séparation des pouvoirs, Montesquieu, a dit que cette séparation des pouvoirs ne va pas sans la vertu. Il dit pas la vertu au sens chrétien du terme, pas la vertu, mais la vertu politique, mais c'est la même chose. Et donc le bon sens, c'est aussi la vertu. Et Distel l'a dit dès le départ, ma liberté est limitée par la vôtre, que je le veuille ou non. Vous avez le droit d'enterrer votre père pendant 20 jours si vous voulez, mais j'ai le droit, et le texte du Bénin le dit, mais de dormir pendant ces 20 jours-là dans mon lit. Voilà, donc vous êtes libre d'enterrer votre père et je suis libre de dormir. Comment concilier les deux si on n'est pas vertueux? Et dans le texte de notre Constitution, que j'ai l'occasion de lire souvent pour me cadrer moi-même, le mot respect revient je ne sais combien de fois. Mais sans respect de l'autre, il n'y a pas de démocratie.
Il n'y a pas de démocratie. Et c'est respecter l'autre que de lui faire connaître la loi. C'est respecter l'autre que de ne pas brûler la chaussée sur laquelle Par exemple, on va passer. Peut-on faire la fête du Nouvel An sans brûler les pneus sur les chaussées? Je reviens à vous en vous demandant, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas, comme vous le dites, une loi sur les libertés publiques et qu'il y a des dispositions éparses qu'il y a souvent cette mésentente entre l'autorité et les manifestants? Je pense, le professeur l'a dit, il a parlé d'incivisme dans un premier temps, et à cela, j'ajoute qu'il y a certainement une faille au niveau des acteurs qui doivent quand même assumer leur rôle de prévention. Parce que les troubles à l'ordre public, c'est certains qui sont chargés d'assumer la tranquillité des autres, de limiter les troubles à l'ordre public. Donc tout est clair. Ce que je dis, c'est simple. On ne peut pas prétester de tout ce que j'entends comme argument au mépris des engagements internationaux. Vous savez, le réalisme, quand on veut être réaliste, soit vous êtes dedans, soit vous n'y êtes pas. Ne faisons pas une politique. Attendez, il y a une politique. La politique d'aller signer et venir faire le contraire, c'est ça, il faut combattre, donc vous ne signez pas. Dites-moi, un exemple simple. Quelle disposition internationale, spécifiquement, la loi au Bénin viole? Le pays DCP. Non, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Oui, ça dit quoi que le Bénin, ça dit quoi et le Bénin fait le contraire? Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dit que tout citoyen jouit de la liberté, que ce soit d'expression, de manifestation et autres. Permettez que je termine. Permettez. Et donc, quand le code le dit, le code va en disant que cette restriction qui peut être admise ne peut être admise que lorsque cela touche à la sécurité publique. Alors lorsqu'il y a des armes dans l'espace public, la sécurité n'est-elle pas menacée? Vous savez, le premier rôle, c'est cela je dis. Permettez-lui de finir. Permettez que je finisse. C'est pour cela je dis que nous faisons la lecture sous différents angles. Le droit est clair, ne compliquons pas les choses. Les mesures sont là, l'ordre public a ses réalités, les mesures sont là, on sait comment encadrer. Et le rôle premier, ce n'est pas la limitation, il faudrait que les gens se le mettent dans leur tête. Le rôle premier, quand on parle de liberté, mais prenons les textes, lisons. Le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la restriction. Et nous savons dans quelle mesure on peut faire des restrictions. Donc, prétester d'une âme, comme j'entends, les arguments que j'entends ici, bon, franchement, ça, je ne sais pas dans quel état ça me met, mais je réitère en disant, notre État est un État responsable. Notre État a pris des engagements. Personne n'a contraint l'État béninois à aller signer, à aller adhérer à des conventions. Quand vous êtes membre d'une communauté de principes, membre d'une communauté de principes et de valeurs, vous respectez les principes et valeurs. Ne me dites pas que nous allons territorialiser les droits de l'homme. Je dis non. Distel, pour finir. Non, je dirais à mon cher ami que la définition de Boko Haram, c'est littéralement tout ce qui vient du Yovo, tout ce qui est blanc et mauve est diabolique. Et c'est peut-être parce que j'ai eu la malchance, n'est-ce pas, de côtoyer des structures qui s'occupent de la sécurité, que j'ai du mal à comprendre la fougue de mon ami d'à droite. Non, je crois que avant qu'un vol Air France n'atterrisse à Cotonou, il n'a pas idée de tout ce qu'on prend comme disposition. Non. Et quand on vient s'asseoir sur un plateau pour dire les choses à la légère, parfois, ça irrite ceux qui sont en action, ceux qui ne dorment pas, pour travailler pour lui garantir la paix. Je vais inviter l'État béninois, à travers le gouvernement béninois, et son chef, surtout, et son chef a vite fait de promulguer ce code-là. Et de sortir des conventions. Vite fait de promulguer ce code et de l'accompagner par une vaste campagne d'information, d'éducation et de communication. Parce que je constate que ce que nous avons comme société civile, dans le pays, sont toutes intéressées aujourd'hui par la politique. Les grossesses en milieu
scolaire, ça n'intéresse personne. L'éducation de nos filles en milieu scolaire, ça n'intéresse plus personne. Les droits de l'homme, c'est pas la politique. Comment se tenir dans la société du point de vue de la morale et du savoir-vivre, ça n'intéresse plus personne. Tout le monde veut aller gérer et surveiller, superviser les élections et tout le monde cherche des subventions qui entrent dans le couloir politique. Je crois que le Bénin a besoin. Nous avons de véritables gaps d'information, d'éducation et de communication. Professeur, pour conclure. Notre ami est très très sévère. Peut-être parce qu'il est plus jeune Peut-être que lui et qu'il est mon enfant. oui. Peut-être Le votre Bénin. petit-fils. Le Bénin doit signer toutes les conventions concernant la défense des droits de l'homme. Il doit les signer, même s'il n'est pas en mesure de les appliquer tout de suite. Il doit les signer partout où besoin est et revenir à la maison pour se mettre en route pour les appliquer. Je vous regarde droit dans les yeux. Madame Isabelle Tevoegre est allée me voir dans mon bureau. J'étais représentant résident de la Fondation Friedrich Naumann. Et elle parlait. Je dis, Madame Tevoegre, je vous arrête. Vous parlez de quoi? Du Bénin? C'était la première fois qu'en 1992, après la conférence nationale, moi que l'on croit très cultivé, très au courant des choses, j'entendais parler pour la première fois des enfants sorciers dans mon pays et de la façon dont on les élimine, mais sans pitié, tout de suite. J'ai dit, Madame, non, vous dites n'importe quoi. Elle dit, non, Monsieur le représentant, c'est ma grande sœur. Alors je me suis mis en route et j'ai compris qu'il y avait un problème, peut-être philosophique, peut-être religieux. Si l'enfant qui vient de naître est vu par sa communauté comme un danger pour l'ensemble de la communauté, et si on ne l'élimine pas tout de suite, c'est toute la communauté qui va être éliminée. Bon, d'accord, mais les parents qui l'ont mis au monde ne sont pas sorciers, eux, c'est l'enfant qui est sorcier et qu'il faut éliminer tout de suite. Vous voyez, il y a une crevasse entre ce que nous sommes allés signer et ce que nous devons faire maintenant pour que nous comprenions qu'un enfant qui vient de naître ne saurait être sorcier. Ne saurait être sorcier. Ou alors, s'il est sorcier, vraiment, il a tué l'héritier. Il doit y avoir des cérémonies à faire pour le désensorceler, tout de suite. Donc, il faut que nous signions toutes les conventions en sachant très bien que la situation est telle, comment on dit ça là, que nous sommes obligés d'attendre, d'éduquer pour aller vers l'application de ce que nous avons signé. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci, Distel Abonso. Merci à vous également, Landry Adélacon. Mesdames et messieurs, merci à vous également d'avoir été là.